Alors, je suis très content d'animer du coup cet événement sur le recrutement inclusif aujourd'hui. Juste un tout petit mot, puisque c'est un événement organisé dans le cadre du festival Building Beyond, festival qui dure 15 jours avec un très très beau programme. Cet événement en particulier est organisé avec le concours de la Fondation Vinci pour la Cité. Donc je fais juste une petite parenthèse sur la Fondation pour rappeler à tout le monde que la Fondation agit au profit des personnes en exclusion en d'abord finançant des projets associatifs et en mobilisant les collaborateurs de Vinci pour des missions d'intérêt général. Et le tout avec une équipe décentralisée qui est basée partout en France auprès des entreprises du groupe. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais la Fondation a d'autres rôles, et notamment celui de travailler sur l'innovation, par exemple, puisque grâce au lien entre la Fondation et l'économie sociale, la Fondation peut aider le groupe, et pourquoi pas d'ailleurs les partenaires ou les entreprises autour du groupe Vinci, à innover, à expérimenter, à entreprendre autrement. La Fondation peut aussi aider à travailler sur le sujet de la sous-traitance responsable, notamment en fléchant les activités, les opérations du groupe vers des acteurs solidaires. Et c'est quelque chose qu'on a fait vraiment sur le terrain, notamment en créant des nouvelles entreprises que sont les joint ventures sociales du groupe Vinci, puisque ces nouvelles entreprises ont été créées sous format d'entreprise d'insertion pour travailler sur les opérations du groupe et même au-delà. Mais ça, c'est un exemple très concret de ce qu'on est capable de faire, évidemment toujours avec les entreprises du groupe. Donc, notre sujet du jour, le recrutement inclusif. Donc, je ne m'attarde pas parce qu'on a 4 intervenants qui sont extrêmement avisés sur le sujet, qui vont nous en parler. Mais juste en un mot, moi, ce que j'entends par recrutement inclusif, c'est recruter des personnes éloignées de l'emploi, qui sont éloignées de l'emploi à cause d'un parcours de vie compliqué ou à cause d'un handicap. Et donc ça, ensuite, ça pose des questions sur comment nous les accueillons, comment nous les embauchons, comment nous les accompagnons, comment nous les manageons. On va essayer d'en discuter avec les 4 intervenants autour de cette table. Pourquoi, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on organise un événement sur le recrutement inclusif? Léonard, la Fondation, pourquoi ce thème? D'abord parce que on a considéré que c'était très important de mettre en lumière des outils concrets pour des entreprises quelles qu'elles soient de l'univers Vinci et bien sûr bien au-delà. Et on va avoir plusieurs outils présentés aujourd'hui. Ensuite, pour inspirer et motiver, parce qu'on parle souvent d'inclusion un peu sur comme un sujet un peu loin. Voilà, là, notre objectif, c'est de montrer que c'est possible, c'est même plutôt facile, et ça a beaucoup d'impact positif sur beaucoup de parties prenantes, dont l'entreprise elle-même. Et enfin, parce que moi, j'ai la conviction que le recrutement inclusif, c'est d'abord une nécessité pour lutter contre les inégalités ou lutter contre l'exclusion, mais c'est aussi probablement un besoin pour les entreprises pour qu'elles arrivent à motiver en interne, qu'elles arrivent à innover, pourquoi pas qu'elles arrivent à performer, d'où le titre aussi de cette conférence, qui est peut-être un titre un peu provocateur ou en tout cas interrogateur. Nous pourrons en discuter. Mais voilà, est-ce que l'inclusion ne peut pas permettre aussi aux entreprises d'être plus résilientes, d'être plus innovantes grâce au recrutement inclusif? Donc, je vais passer la parole du coup aux intervenants, à commencer par Jeanne Babinet, qui est directrice générale du campus de l'inclusion et qui va nous permettre d'avoir une vision globale sur l'inclusion, sur ce que c'est, et ensuite de nous montrer comment fonctionne ce campus de l'inclusion, qui est une formation pour les dirigeants d'entreprise à l'inclusion. Voilà, bonne table ronde à tous. Moi, je vais animer la table ronde avec ma collègue Ophélia Duval, de l'équipe de la Fondation également. Et voilà, et bien à tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je garde le masque, hein, c'est ça? S'il te plaît, ouais. Donc, Jeanne Babinet. Excusez-moi, je prends mes petites notes.
Ravie d'être avec vous ce matin et d'être avec Jean-François, Arnaud, Philippe pour parler, donc, comme le disait Mathieu, du recrutement inclusif. Pour commencer, peut-être passons une petite minute sur l'inclusion, parce que quand je rencontre des dirigeants ou quand je rencontre des spécialistes de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, c'est souvent « Ah, l'inclusion, on n'y comprend rien » ou « C'était mieux avant, c'était l'insertion ». Enfin voilà, il y a un petit débat souvent autour de la définition de l'inclusion. Donc, première chose, voilà, c'est ce qu'on va voir. On peut commencer à définir par son contraire. C'est l'inverse de l'exclusion. Au moins, c'est facile, ça parle à tout le monde. Donc, j'ai mis quelques photos où, voilà, on a tous été parfois à un moment un peu isolés, ou même des vieux souvenirs de jeunesse au collège, parfois exclus d'un groupe. Voilà, ça peut rappeler des souvenirs pas forcément agréables à certaines. Et puis, ça peut être aussi en bas de chez nous. Voilà, des personnes sans logement, dehors, en galère. Vous connaissez peut-être cette campagne de l'association Aurore. Finalement, les photos, elles sont assez parlantes sur ce qu'est l'exclusion. Et puis ensuite, un deuxième élément de réponse, c'est justement un peu cette différence. Pendant de nombreuses années, on a utilisé insertion. Il se trouve que depuis quelques années, on utilise plutôt inclusion. Certains disent que ça vient de l'anglais. On parle d'inclusive business, d'inclusive growth. En fait, peut-être le petit point de différence entre les deux, c'est que insérer, en réalité, c'est souvent s'insérer. Du coup, si on s'imagine tous sur le périphérique parisien et qu'on doit s'insérer à une porte, c'est pas forcément facile. Il y a un moment où il faut un petit peu s'imposer. Et du coup, c'est ce côté vraiment responsabilité individuelle, je vais devoir me faire une place. Et dans inclusion, finalement, pour inclure quelqu'un, il faut qu'il y ait une organisation, il faut qu'il y ait une équipe, et ensemble, on va décider d'inclure quelqu'un. Donc, bien sûr, la personne, elle est moteur dans son destin, dans sa motivation et son envie, et ça reste capital, mais il y a une sorte de responsabilité collective. Donc, finalement, pour résumer, peu importe le mot, inclusion, insertion, ça fait parfois un peu débat. Finalement, l'idée, c'est de permettre à chacun de trouver sa place, quelle que soit sa particularité, quel que soit son handicap, comme Mathieu en parlait, quel que soit son âge, quel que soit son lieu de résidence ou son origine. Donc voilà, permettre à chacun de trouver sa place. Alors, si on en vient un petit peu à l'entreprise, puisque l'idée, c'est de parler de recrutement inclusif, quand on parle d'une entreprise inclusive, naturellement, c'est une entreprise qui va mettre l'inclusion au cœur de son ADN. Mais qu'est-ce qu'on entend par là, finalement? Donc, une entreprise inclusive, c'est vraiment une entreprise qui va considérer que chaque individu va venir enrichir l'entreprise. Donc, c'est Emmanuel Faber qui a commencé à parler de cet enrichissement de l'entreprise. Mais avant lui, c'était déjà Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Quand tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Donc voilà, donc l'idée, c'est bien de faire la place à toute la singularité des personnes dans l'entreprise. Alors, fort de ce constat, en se disant, voilà, comment est-ce que les entreprises vont devenir plus inclusives? Et après de nombreuses discussions avec des dirigeants qui, dans l'ensemble, ont envie de plus s'engager, c'est quand même la bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise qui ont envie de faire plus. Simplement, quand on regarde au bout d'un an si vraiment ils sont passés à l'action et s'ils ont mené des actions inclusives, la réponse était souvent je sais pas trop comment faire. Et donc finalement, il y avait un gap entre ceux qui voulaient s'engager et ceux qui vraiment passaient à l'action. Et donc c'est pour ça que 3 fondateurs, Thibaut Guilhuy, que peut-être certains connaissent, Patrick Gagnère et Sylvain Deferrière, ont créé le campus de l'inclusion. Voilà, qui vise à aider des directeurs de business unit, des directeurs de sites, d'usines, en gros des chefs d'entreprise, de PME, de TPE, de TI, de grands groupes bien sûr, à connaître l'inclusion. Parce que du coup, pour passer à l'action, il faut déjà connaître. Et finalement, la palette inclusive, elle est tellement large qu'on peut s'y perdre ou ne pas être forcément très clair sur le sujet. Donc voilà, donc c'est vraiment la mission du campus, c'est d'accompagner les dirigeants à passer à l'action sur plusieurs leviers. Du coup, on a une approche
qui est simple et pragmatique autour de 4 leviers d'action. Du coup, l'entreprise, elle peut acheter inclusif. Par exemple, vous connaissez bien les baskets Veja. Bon, j'en vois pas là, mais il y en a là. Merci. Voilà, l'entreprise Veja, elle achète toute sa prestation de logistique. Donc, si vous commandez une paire de baskets sur le site e-commerce de Veja, vous faites travailler Atelier sans frontières, qui est un chantier d'insertion. Donc voilà, c'est une façon d'acheter inclusif. Au lieu de passer par un prestataire logistique classique ou ordinaire, on passe par un prestataire inclusif. Ensuite, le deuxième levier, et c'est un peu l'objet de la réunion de ce matin, c'est le recrutement inclusif. Par exemple, Michelin prend énormément d'alternants, quasiment 500 chaque année, et les forme à un métier dans ses usines. Je parlais avec le DG de Boulanger la semaine dernière, qui prend chaque année environ 300 personnes en alternance. Boulanger a des très bons résultats, donc cette année, ils vont prendre 1000 alternants. 1000. Donc voilà, ils peuvent le faire, et c'est aussi un moyen de permettre à des jeunes de trouver leur place. Et puis ensuite, le troisième levier, c'est partager inclusif. Donc, c'est partager finalement toutes les ressources que l'entreprise peut mettre à disposition. Ça peut être de l'argent, donc c'est du mécénat financier, ça peut être du matériel, ça peut être un local, voilà, au bout d'une usine ou d'un terrain qui ne sert à personne. Voilà, c'est réfléchir à tout ce que je peux mettre à disposition. Puis naturellement, on peut aussi mettre à disposition des compétences, donc faire du mécénat de compétences. Et puis enfin, le quatrième levier d'action, c'est innover inclusif. C'est vraiment partir de la problématique de l'entreprise et imaginer une opération inclusive autour de ça. Donc, il y a 2 exemples qui sont très emblématiques. Le premier, c'est celui de Jean-François dont il va vous parler tout à l'heure. Donc, je vais volontairement vous parler du deuxième, qui est celui de Zara. Donc, le directeur général de Zara, Jean-Jacques Salin, sa problématique, c'est qu'il n'arrivait pas à recruter des jeunes pour ses boutiques en Île-de-France, pour être vendeur ou vendeuse. Et donc, un jour, il s'est dit, je vais lancer une promotion. Chaque année, il prend 2 fois 15 personnes, des jeunes qu'il va chercher à travers les missions locales ou même parfois sont en très grande précarité, quasiment dans la rue. Et il leur propose un CDI. Et ensuite, il y a tout un programme d'intégration qui commence. Ils partent donc marcher en Île-de-France pendant 2 semaines. Ils ont des cours de cuisine, des cours de théâtre et bien sûr des cours de vente. L'idée, c'est d'apprendre à nouveau à vivre ensemble. Et ensuite, ces personnes sont affectées à une boutique Zara avec un tuteur et son vendeur. Ça fait 11 ans que ce programme existe et il fonctionne tellement bien que vous avez plus de 10% de la masse salariale Zara en Île-de-France qui est issue de ce programme. Donc, en gros, si vous allez chez Zara acheter un jean ou une chemise ou une jupe, vous avez une chance sur 10 de croiser une personne qui était proche de la rue ou en très grande précarité il n'y a pas encore si longtemps. Voilà, puis on aura un autre très bel exemple d'innovation inclusive de Jean-François. Voilà, alors le programme qu'on a développé pour ces directeurs, c'est un programme de 6 mois et qui est fait de 4 rencontres. Donc en fait, la conviction, c'est que les dirigeants, les directeurs, ils n'ont pas non plus énormément de temps. Donc c'est une approche très pragmatique. On revoit, on apprend ensemble la palette inclusive et ce que je peux faire. Et ensuite, on a des réunions d'action. Donc en fait, chaque directeur écrit son plan d'action. On a vraiment une approche et une ADN qui est tournée vers l'action. On ne fait pas de la sensibilisation pure. Et donc chaque dirigeant écrit ses actions sur les 4 leviers qu'on vient de voir, à la fois acheter, recruter, partager et innover. Voilà. Et au bout des 6 mois, ce qu'on observe, donc je suis contente de vous partager un peu les premiers résultats, puisque le campus a seulement 1 an et demi, c'est une jeune start-up. Donc on a accompagné une petite centaine de dirigeants. En moyenne, ils font 2 actions inclusives chacun. Donc parmi les 4 qu'on a vus, en général, ils font une action acheter, une action recruter, par exemple. Et ces 2 actions inclusives permettent en moyenne à 8 personnes éloignées de l'emploi de retrouver un travail. Et donc, in fine, c'est vraiment ça le but du campus de l'inclusion, de permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi de retrouver un boulot. Voilà, et puis je voulais terminer par
enfin, terminer presque par vous présenter Benoît. Donc, Benoît, c'est le directeur général de Silog, qui a participé à notre première promotion. Donc, je vais vous parler simplement de ses actions sur le recrutement, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Mais Benoît, il est arrivé, il avait envie de s'engager, il n'avait rien fait. Il n'avait pas commencé encore. Il y avait des personnes qui étaient plus engagées que lui. Lui, il n'avait pas encore vraiment commencé. Et il a fait 7 recrutements inclusifs. 1 sur son site de Bretagne et 6 sur un autre site à Vatry. Voilà, de personnes qui sont dans un ESAT. Donc, en gros, une fois qu'on a la connaissance, une fois qu'on a les clés, qu'on sait comment s'y prendre, c'est assez facilement actionnable de mettre en place des choses inclusives. Et puis, voilà, vous la connaissez bien, ce colibri. En fait, il y a beaucoup de dirigeants qui font aussi déjà des choses. Quand on leur présente la palette inclusive, finalement, ils se disent « Ah, bah, en fait, je fais déjà de l'inclusion. » Parce que tous, on a peut-être des petites actions par-ci, par-là, mais tous, on peut faire un peu plus. Parce qu'en fait, le champ est tellement large. Sur acheter, vous pouvez prendre un traiteur inclusif. Ça peut être votre prestation de ménage. Ça peut être votre agence de com. Ça peut être vos impressions. Enfin, en fait, il y a plus de 3600 entreprises d'insertion et entreprises adaptées sur le territoire national. Donc, en fait, il y a des milliers d'options inclusives qui s'offrent à nous. Et ça, c'est l'objectif de Campus, c'est d'ouvrir un peu les chakras, d'ouvrir les perspectives et de faire un pas de plus que celui qu'on faisait avant. Voilà, et puis, pour terminer, voilà, parfois, il y a aussi des actions inclusives qui sont difficiles, qui peuvent être ratées. Voilà, il y a des cul-de-sac, un peu comme l'image le montre. Simplement, pour pas avoir une image totalement non plus idéaliste, hein, c'est quand même un chemin parfois difficile. Mais finalement, le voyage est aussi beau que que l'arrivée. C'est un peu le mot de la fin. Merci à tous. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation et cette explication du campus de l'inclusion, qui est un excellent outil. On va s'intéresser aussi du coup à d'autres outils, à d'autres manières de recruter ou de s'organiser pour recruter des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, je vais demander à Arnaud Habert, qui est directeur général de Vinci Insertion Emploi, de venir nous parler des actions de VIE et d'un programme spécifique auprès des jeunes qui s'appelle le programme STEP. À toi, Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous regardent par Internet ou visio. Donc Arnaud Habert, moi je suis directeur général délégué de Vinci Insertion Emploi. Très rapidement, Vinci Insertion Emploi, il y a quelques slides pour présenter cette structure, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une filiale du groupe Vinci. Ah, il faut que je travaille en plus. Ouais. Voilà. C'est une filiale du groupe Vinci qui a un modèle économique où on recherche l'équilibre. L'objectif, c'est pas de faire du résultat. Mais la particularité dans le monde de l'insertion, c'est que nous, on vend nos prestations en direction des entreprises pour les accompagner et notamment sur les questions d'inclusion. Donc ça, c'est une des seules structures en France, voire même en Europe, qui a ce type de positionnement et qui fonctionne très bien puisque on a été créé en 2011 et depuis maintenant 5 ans, on est à l'équilibre. Alors, Vinci Insertion Emploi, hop, c'est s'engager pour favoriser l'emploi durable. Vous allez le voir après sur les différentes missions qu'on peut avoir. On est aussi bien sur les questions d'insertion, mais pas que. Donc, notre vision, on ne peut pas travailler sur les questions de l'inclusion sans parler de réussite économique des entreprises. En fait, les deux sont liés pour nous et c'est aussi lié sur une question territoriale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les entreprises fonctionnent et fonctionnent bien pour que derrière, elles puissent être aussi dans une dynamique et de s'investir sur les questions de l'inclusion. En ce qui concerne notre raison d'être, on a maintenant plus de 9 ans d'existence sur les territoires et on a bâti des partenariats, des relations très fortes avec les acteurs de l'ESS, donc aussi bien IAE, handicap que de façon plus large avec les acteurs associatifs aussi et les services publics de l'emploi. Donc ça, c'est un premier point et sur lequel on s'est fait une promesse, mais qui en réalité est plus qu'une promesse,
c'est d'aider les entreprises à conjuguer leur politique RSE et la notion de compétitivité. C'est des mots qui choquent un peu des fois dans le monde de l'inclusion, mais en réalité, je reviens sur mes premiers propos, si une entreprise ne va pas bien, c'est compliqué pour elle de penser inclusion. Et donc, il faut absolument que c'est deux pieds. Il faut qu'elle aille bien et en même temps, il faut l'accompagner, la guider pour que derrière, elle puisse aussi prendre des chemins différents que celles qu'elle a l'habitude de prendre et notamment s'engager sur les questions d'inclusion. Très rapidement, sur quelques chiffres, là, on va parler d'insertion. Créé en 2011. Bon, après, on a une équipe de collaborateurs et de collaboratrices qui sont maintenant présents sur l'ensemble du territoire national. Donc, on parle d'ancrage local en lien avec les acteurs du territoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a géré sur l'année 2019 plus de 1,2 million d'heures d'insertion. Donc, ça fait de nous Vinci, hein, pas Vie, mais Vinci, souvent dans les mots de notre président directeur général, on est champion de France de l'insertion. Bah ouais, on peut en être fier. On a accompagné à peu près 3000 personnes éloignées de l'emploi sur la partie insertion. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est présent sur un peu plus de 500 opérations en France, majoritairement des chantiers, mais pas que. On travaille aussi, pas que sur des chantiers, on travaille sur des questions d'achat responsable. Par exemple, on intègre des publics éloignés de l'emploi. 60% des effectifs qui passent au sein de Vie sont repositionnés sur de l'emploi. Et la petite particularité, c'est que ceux qui en profitent le plus sont les entreprises avec lesquelles on travaille. Quand je dis on travaille, c'est bien évidemment nos filiales. Une partie des publics sont recrutés au sein de nos filiales, mais majoritairement, c'est les sous-traitants ou les co-traitants de Vinci qui bénéficient du travail d'accompagnement de ces 3000 personnes et qui sont embauchés dans ces entreprises. Et souvent, un petit point qu'on ne met pas en valeur, mais parce que l'intérêt aussi, c'est de valoriser l'impact social, mais aussi économique des engagements en matière d'insertion. Ça représente plus de 10 millions d'euros qui sont orientés, fléchés en direction des SIAE. Voilà. Le travail de vie, derrière, ça permet d'orienter 10 millions d'euros en direction des SIAE du territoire national. Donc, ce n'est pas anodin. Nos missions, c'est inscrit. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette notion d'ancrage local, elle est très importante pour nous. Ça, c'est le premier point. Et c'est aussi participer au développement des territoires. Ce n'est pas que dans l'intérêt de Vinci, c'est aussi dans l'intérêt des territoires. Donc, c'est les deux messages que je souhaitais faire passer ce matin. Pour finir sur l'offre de vie, donc vous le voyez, on ne travaille pas que sur les questions d'insertion, même si c'est notre cœur d'activité stratégique. On travaille aussi sur les questions d'employabilité, ça je vais y venir dans un deuxième temps. On travaille sur les questions de formation, on travaille sur les questions de recrutement, on fait du conseil. On est assistant maîtrise d'ouvrage, pas que pour Vinci d'ailleurs. Donc ça veut dire que la reconnaissance du travail de vie, notamment en matière d'accompagnement, il est reconnu en dehors des frontières de Vinci. Et donc ça bénéficie aussi à nos filiales, puisqu'on travaille auprès de leurs clients. Et on travaille aussi sur les questions d'innovation sociale. Alors, innovation sociale, employabilité. Je vais vous parler d'un dispositif qu'on a monté, qui s'intègre dans un programme beaucoup plus vaste et qui est porté par la direction générale du groupe et plus particulièrement la DRH du groupe qui s'appelle Give Me 5. Alors, je crois qu'il y a un petit film. On a bien bossé, donc on est fiers de nous. Fiers de nous, ce qu'on a fait, ça fait du bien. Ils ont été vraiment très pertinents dans leur réflexion, ils ont été pertinents aussi dans la conception. Je me dis, on a réussi à répondre aux attentes du client. C'est vrai qu'on est parti il y a 50 jours d'une feuille vierge
Et donc là, vraiment de voir en fait les bungalows terminés, des bungalows voilà, qui répondent aussi aux critères du client, aux critères des cahiers des charges. C'est un plan qui a été lancé en 2018. On développe en fait différents dispositifs pour des personnes qui sont en situation d'exclusion. Et STEP est un des projets de Give Me Five. Give Me Five étant voilà, le programme qui répond au plan de lutte contre les inégalités. Bonjour. Déjà, mon but, je dirais, c'est d'avoir ce que j'ai tout seul, pas qu'on me le donne. C'est travailler pour avoir ce que je veux. C'est un recrutement à la fois individuel, mais aussi un recrutement collectif. En fait, il faut recruter un groupe. J'ai pu parler avec des personnes que je ne connaissais même pas, sachant que si je les avais croisées dehors, ça ne serait pas possible de les parler. Du coup, il y a eu une bonne entente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de prendre les premiers qui se présentent. C'est on leur présente le projet et si le projet les intéresse, là, on a quelque chose à faire ensemble parce qu'il faut qu'ils soient acteurs du projet. C'est un programme qui s'adresse donc à des jeunes entre 18 et 25 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville. Ce sont des jeunes qui ne sont plus à l'école, qui ne sont pas encore en emploi et qui ne sont pas dans une formation qualifiante. Je trouve que ce dispositif est vraiment extraordinaire parce que ça permet à des jeunes qui sont en difficulté sociale, en difficulté financière même pour certains d'entre eux, de retrouver une activité professionnelle, de retrouver un savoir-être, arriver à l'heure, partir à l'heure, avoir une hiérarchie. C'est les acquis qu'ils ont eu durant ces 3 mois passés. Au départ de l'action, je ne savais pas trop à quoi m'en tenir parce que bon, on se fait souvent des mauvaises images du public en difficulté. Et finalement, j'ai découvert chacun d'entre eux d'énormes qualités et qu'ils ont exploitées. Pierre, moi, je l'aime bien parce qu'il connaît plein de trucs. Il est hyper intelligent, il a plein de connaissances. Il donne envie qu'on suive ses cours. Il bouge tout le temps, il est tout le temps là pour nous motiver. Il n'y en a aucun qui est issu du bâtiment. Donc, arriver à savoir se servir d'une perceuse, d'un tournevis, tout ça, ça a été très dur au début. Et puis, au fur et à mesure, ils ont acquis des compétences qui, aujourd'hui, vous voyez le résultat. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai évolué en autonomie personnelle. J'ai évolué dans ma vie personnelle aussi. Mon vocabulaire, il a changé. Ma façon d'être avec les supérieurs. On est fiers de nous, fiers de notre travail, fiers de notre groupe, fiers de notre boulot qu'on a fait. Et fiers aussi de notre formateur. Il nous a fait confiance. Sans lui, on n'aurait pas pu faire ça. L'esprit, c'est vraiment, je dirais, développer en fait leur motivation, créer une énergie positive pour qu'ils aient envie, voilà, de s'insérer, je dirais, dans la vie active, trouver un métier qui leur plaît, et voilà, pouvoir être autonome professionnellement. Maintenant, j'ai envie vraiment d'évoluer, d'avoir un vrai poste stable, quoi. Ouais, elle est un peu plus longue la vidéo. Alors, petite dédicace à la commérage Valérie Lacoste qui est dans la salle, qui est une des conceptrices du programme. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un dispositif expérimental qui est maintenant labellisé 100% inclusion. Pour la petite histoire, on est la seule entreprise du CAC 40 à avoir déposé un projet retenu dans le cadre du 100% inclusion. Et qu'à l'origine, ce projet, il a été aussi co-construit avec mon ami derrière qui s'appelle Philippe Guez, qui est directeur régional de Constructis Île-de-France, puisqu'on l'a initié au départ en Hauts-de-France. Juste pour 2 petits mots sur ce projet. L'objectif, c'est de développer l'employabilité des publics qui sont éloignés de l'emploi. Et ça, c'est un point important. C'est un constat qu'on a fait sur les 3000 personnes qu'on accompagne par an en France au sein de Vie. C'est que souvent, ce qui leur manque, c'est ce qu'on appelle, nous, les capacités. Et donc, on a travaillé avec eux autour de ces questions de capacité, de relations, de communication. Je parlais il faut qu'ils soient volontaires. Oui, c'est important.
il faut qu'ils s'engagent dans un projet. Et pendant 6 mois, on les porte, on les accompagne, on leur propose un contrat. Et à l'issue, l'objectif, c'est qu'ils soient embauchés soit au sein de nos filiales, soit pas embauchés au sein de nos filiales, mais en tout cas qu'ils retrouvent un emploi. Et la particularité de ce projet, qui va sur les champs de vie, sur les questions d'employabilité et d'innovation sociale, c'est que pour une fois, en travaillant autour de ces questions d'employabilité, donc derrière, il y a un vrai travail de recherche académique avec des universités. Voilà, on travaille sur les questions de développement de l'employabilité et le programme qu'on est en train de construire, demain, il servira à nos collaborateurs. C'est-à-dire que c'est grâce ou à partir de l'engagement de public en insertion que l'on construit demain des formations en direction de nos propres collaborateurs pour développer leur employabilité sur nos opérations, ce qu'on appelle de la FEST. Et donc ça, c'est une particularité aussi de ce projet et qui était important pour moi de vous le faire partager ce matin. Merci beaucoup Arnaud. On peut l'applaudir. Non, tu peux garder ton micro. Donc voilà, du coup, ça c'est un des outils pour que les entreprises puissent s'engager sur du recrutement inclusif. Mais il y en a d'autres. Alors, on les fera pas tous aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais mettre la lumière sur certains. Donc, je vais demander à Philippe Guest, du coup, directeur régional, effectivement, comme l'a très bien introduit Arnaud, de Constructis, de venir nous parler des outils à la disposition des entreprises pour former, embaucher, accompagner des publics éloignés de l'emploi, et notamment un programme que je trouve très, très intéressant et très complet, qui s'appelle le programme HOPE pour l'embauche de réfugiés. Mais je laisse Philippe en parler mieux que moi. Merci, bonjour à tous. Donc pour introduire mon propos, expliquer qu'aujourd'hui, on travaille sur un dispositif donc, qui a été créé par une avant-dernière réforme de la formation professionnelle concernant donc la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'on appelle plus communément la PEOC. Bon. Donc c'est un dispositif inscrit dans le Code du travail et qui, on va le voir, permet à des demandeurs d'emploi qui n'ont pas le niveau nécessaire pour occuper un emploi de les y accompagner. Et puis on verra que dans le cadre de ce dispositif, il y a donc un dispositif spécialement dédié aux réfugiés, comme réfugiés, donc on l'appelle le programme HOPE. Voilà. Alors, donc très rapidement, pour vous dresser un peu le contexte, la PEOC, donc on l'a vu, permettent à des demandeurs d'emploi de s'intégrer durablement dans l'entreprise, des gens qui n'ont pas les prérequis nécessaires pour occuper un emploi, ni même s'inscrire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage. Alors, les publics, donc, bien entendu, des demandeurs d'emploi, il faut qu'on soit inscrit à Pôle emploi pour pouvoir effectivement prétendre à suivre cette formation. Et on va le voir, elle peut être soit individuelle, soit collective. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ce dispositif est en passe de prendre énormément d'ampleur, tout simplement parce que aujourd'hui, en Île-de-France en particulier, il y a énormément de métiers en tension, liés, comme vous le savez, au grand chantier qu'il y a sur la région Île-de-France, le Grand Paris Express, les Jeux Olympiques, le Terminal 4 de Roissy. Et donc, les entreprises aujourd'hui ont du mal à recruter une certaine catégorie de collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les gens compétents sont dans les entreprises et Pôle emploi, malheureusement, n'a pas de gens qui sont en capacité d'eux. Donc, ce dispositif est quand même assez intéressant parce qu'il va permettre de mettre tous les acteurs autour de la table pour pouvoir réussir l'intégration de ces demandeurs d'emploi dans les métiers. Alors là, en l'occurrence, je parle de la construction, bâtiment, travaux publics, mais ce dispositif existe dans toutes les branches professionnelles. Alors, comment on travaille pour essayer de mettre en place ces dispositifs? Il n'est pas question de former des gens pour les former. On forme toujours par rapport à un métier donné, par rapport à des métiers en tension. Donc, notre première démarche, c'est déjà de détecter quels sont les métiers en tension aujourd'hui en Île-de-France à un instant T dans le cadre de la construction. Donc, on va mener des enquêtes auprès de l'organisation professionnelle, auprès des fédérations, et on va essayer de confirmer cette demande par des enquêtes auprès des entreprises pour pouvoir ensuite sélectionner ce qu'on appelle une offre de formation
n'importe quel organisme de formation n'est pas malheureusement en capacité d'assurer une PEOC, tout simplement parce que, en plus de dispenser des formations, il faut obligatoirement, comment dirais-je, les accompagner vers l'emploi. Et là, effectivement, c'est aussi un autre métier. Alors, on va effectivement sélectionner des organismes de formation à partir d'un cahier des charges sur les métiers qu'on a donc nous-mêmes référencés, et on va, à partir de ces éléments-là, en fait, lancer un certain nombre de PEOC qui, effectivement, dont l'objectif, vous l'avez compris, c'est d'intégrer durablement un emploi. Donc, on va partir sur une base de 330 heures. Et sur ces bases de ces 330 heures, donc, dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle une information collective. Pôle emploi va nous, à partir d'une fiche métier, à partir d'un certain nombre de prérequis, Pôle emploi va nous envoyer des candidats. Et on va organiser ce qu'on appelle une information collective dans laquelle les professionnels vont parler de leur métier à ces jeunes, enfin, ces demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes, hein, puisque la PEOC est ouverte à tout type d'âge de demandeurs d'emploi. C'est quand même un point fort. Deuxièmement, on va ensuite s'assurer de la motivation de ces demandeurs d'emploi, parce que il n'est pas question effectivement de les embarquer dans une aventure alors qu'ils ne sont pas du tout motivés. Et puis on va leur faire quelques tests pour vérifier leur raisonnement, etc. Et ensuite, on va sélectionner 16 candidats au maximum pour partir sur cette PEOC sur une formation de 330 heures. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans le cadre de cette PEOC? Dans un premier temps, on fait des remises à niveau de base, parce que généralement, il y a encore quelques lacunes au niveau des formations générales, hein, maths, français, calcul, etc. Ensuite, on va aussi s'assurer que tout ce qui est santé, sécurité au travail, c'est bien à jour. Hein, donc, on va en profiter pour faire formation santé, sécurité au travail. Et puis, on va leur donner ce qu'on appelle les premières bases d'une formation technique. De façon à ce que, fort de ces éléments-là, on pourra les proposer dans le cadre de job dating à des employeurs, dans le cadre de contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, CDD ou CDI, s'ils sont vraiment opérationnels. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça est un dispositif bien huilé pour effectivement amener des gens d'un niveau 0 à un niveau quand même nécessaire pour pouvoir intégrer une entreprise. À côté de ça, il va y avoir toute une opération d'accompagnement. On va les aider à se prendre en main, les aider par exemple à envoyer des CV, à se présenter à un entretien. Et tout ça, tout ce travail va être fait par l'organisme de formation. Alors, vous l'avez compris, plusieurs acteurs autour de cette opération. Bien entendu, l'organisme de formation, Constructis et Pôle emploi. Donc, en fait, on travaille conjointement, ensemble, pour permettre à ce que dont l'objectif, c'est d'intégrer durablement le maximum de demandeurs d'emploi et donc qu'ils arrivent à décrocher un emploi. C'est ça, effectivement, ce qui nous motive tout au long de cette opération. Ensuite vient le temps, en fait, de ce qu'on appelle le job dating. Donc, en fait, on invite des entreprises qui, au départ, se sont montrées très intéressées à recruter des demandeurs d'emploi. Mais cette fois-ci, elles ont l'avantage d'avoir un vivier de gens motivés, sérieux, avec des compétences techniques. Et donc, c'est vrai que, contrairement à ce qui est envoyé directement par Pôle emploi, là, on a vraiment un vivier de qualité. Et on le voit, nous, en termes de statistiques, les gens qui sont effectivement recrutés dans le cadre d'une PEOC, on a des taux d'intégration qui avoisinent les 90-80%, je veux dire, de réussite. Donc, quand je dis de réussite, c'est-à-dire, on fait des bilans à 6 mois et on s'aperçoit qu'ils sont toujours dans l'entreprise et ils sont bien intégrés. Donc, vous l'avez compris, on s'est donné tous les moyens pour réussir cette intégration. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dispositif, il est peu connu des entreprises. On le voit, nous, aujourd'hui, on tourne à peu près à 1500 stagiaires par an et on souhaite aller au-delà puisqu'on a énormément de besoins. Constructis finance ces actions-là avec des fonds de Pôle emploi, mais on va plus loin puisqu'on va chercher des fonds auprès de l'Union européenne pour pouvoir agrandir notre capacité financière et pouvoir proposer plus de sessions et faire plus et encore faire mieux. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cette PEOC, il y a un dispositif qui est très particulier, qui s'inscrit dans le cadre de cette PEOC, c'est le dispositif HOPE.
dispositif HOPE, donc ça veut dire hébergement, orientation, parcours vers l'emploi. Alors, ce dispositif s'adresse, bien entendu, s'inscrit dans le cadre de la PEOC que je viens de vous décrire, mais il s'adresse exclusivement à une population de réfugiés. Donc, une population assez particulière, bien entendu, pour lesquels il faut mettre des moyens supplémentaires pour réussir leur intégration. Alors, bien entendu, on part, effectivement, ce public de réfugiés de par la loi, doit avoir accès à l'ensemble des dispositifs existants. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, si on prend effectivement, si on fait ce constat-là. Deuxièmement, c'est vrai que face à ce constat, on a aussi un deuxième constat, c'est que les entreprises ont du mal à intégrer des bas niveaux de qualification. Hein, c'est quand même un public assez compliqué et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les taux d'intégration sont très faibles, les bas niveaux de qualification. Et donc, ce dispositif HOPE va essayer de corriger tous ces problèmes, essayer d'apporter des réponses à chaque problématique qu'on va découvrir au fur et à mesure du dispositif. Alors, cette population de réfugiés, au départ, c'est vrai qu'on était nous-mêmes un peu dubitatifs. Lorsqu'on s'est lancé il y a 5 ans, on s'est lancé avec Aline sur ce dispositif-là, et on s'est aperçu que, au final, lorsque c'était une opération qui a été dirigée par la Fédération nationale des travaux publics, la FNTP, dans laquelle on a effectivement participé, et au final, les conducteurs de travaux, les chefs de chantier, qui ont eu effectivement la chance d'avoir des réfugiés dans leur équipe, ne tarissaient pas d'éloges à leur égard. Ce sont des gens effectivement qui viennent de loin, qui ont traversé énormément d'épreuves et ils sont d'une motivation qui ont permis effectivement de donner un bon état d'esprit dans l'équipe et effectivement les entreprises qui ont recruté, donc les grands groupes du BTP, donc bien entendu Vinci, nous ont même reproché pourquoi il y en a si peu à proposer en fait. Donc c'est vrai que ça a bien démontré que le dispositif est une réussite complète de par effectivement la motivation et les capacités d'insertion de cette population. Alors c'est vrai que cette musique en fait me signale que j'ai dépassé les 10 minutes, c'est pour ça que je vais être très rapide. Donc simplement pour vous dire que le mode opératoire, il est très simple. Ces gens-là, en plus de la PEOC, il faut qu'on les remette à niveau en matière linguistique, parce qu'on peut pas travailler si on ne maîtrise pas la langue. Vous voyez, donc avant la formation, on a l'Office de l'immigration qui nous aide énormément à les remettre à niveau. Et ensuite, on rentre dans le cadre d'un dispositif classique de PEOC. En plus de ça, il y a une nécessité de les accompagner d'un point de vue social, hein, et ça c'est important. Et également effectivement de leur trouver un hébergement, parce que ça fait partie du package. Donc accompagnement social, un accompagnement pour leur trouver un logement, parce que si on n'a pas si on met pas en place tout ce dispositif, ça ne sert à rien. Et puis l'objectif final, c'est de les faire évoluer, comme vous le voyez, vers un contrat de professionnalisation pour obtenir au final une certification, hein, donc soit un CQP, soit une reconnaissance convention collective, soit un diplôme, et puis après, au final, les faire rentrer dans la vie active. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces dispositifs ont apporté énormément de réussite, mais ce qui nous manque, c'est le temps, c'est effectivement aussi les finances, parce que c'est un dispositif qui coûte très cher, mais on espère effectivement déployer de plus en plus dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Guèze. C'est vrai que c'est un programme très complet et c'est aussi une illustration d'un outil à la disposition des ressources humaines, des chefs d'entreprise pour recruter inclusif. Donc voilà, ces outils sont parfois complexes, mettent en jeu plusieurs acteurs, mais c'est indispensable hein, si on veut recruter des personnes éloignées de l'emploi. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Il y a de l'accompagnement, il y a de la formation, il y a de la certification, il y a même de l'hébergement, comme disait Philippe. Donc voilà, c'est forcément à organiser plus en détail qu'un recrutement ordinaire, mais ça peut beaucoup apporter aux entreprises, j'en suis convaincu. Je passe la parole du coup à Jean-François Dufresne, ancien directeur général de la société Andros et fondateur, président de l'association Vivre et Travailler Autrement.
Alors là, du coup, on va parler plutôt d'exclusion du travail à cause d'un handicap. C'est forcément des enjeux un peu différents de l'insertion sociale à proprement parler, mais j'ai souhaité quand même mettre en lumière ces enjeux-là au sein de la même table ronde, parce que je considère que pour l'entreprise, c'est peut-être des accompagnements similaires, des manières de travailler similaires. Donc, je laisse la parole à Jean-François Dufresne qui nous fait part de son témoignage assez impressionnant. Bonjour à tous. J'ai 2 messages aujourd'hui. J'ai 2 messages. Le premier, c'est l'inclusion est toujours possible. Car je vais vous montrer l'exemple de gens qui sont des autistes sévères et qui ont une probabilité de trouver un emploi égale à 0. Première chose. Pourtant, on arrive à les faire travailler. Donc, c'est le premier message. Le deuxième, c'est que ça améliore la performance de l'entreprise, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, et que ça rend tout le monde heureux. Donc, plutôt, personnellement, je suis le père d'un enfant autiste, sévère, non-verbal, soi-disant déficient intellectuel. Je fais attention avec les déficiences intellectuelles des autistes, parce que par moments, ils nous surprennent complètement par des traits d'intelligence étonnants. C'est vrai que à l'aune des jugements des neurotypiques que nous sommes, ce sont des retardés mentaux. Ils ne le sont pas en réalité, mais bon. Donc, plutôt que de vous raconter le dispositif qu'on a mis en place pour pouvoir les employer, je vous propose de regarder un petit film qui l'explique beaucoup mieux que je ne vous le raconterai. Juste avant ses 6 ans, Lisa a eu un diagnostic de trouble du spectre autistique. Je me suis demandé comment j'allais faire, d'une part pour l'aider au mieux, et d'autre part pour permettre à ma famille de continuer à vivre le plus normalement possible. J'ai été formé par l'association Vivre et Travailler Autrement, qui m'a fait comprendre ce que c'était que le travail des autistes, comment travailler avec les autistes, et surtout comment eux nous percevaient pour que je puisse assimiler le plus rapidement possible toutes ces caractéristiques. Ce qui va faire peur très souvent, c'est derrière, comment on fait, c'est beaucoup trop compliqué, nous on ne sait pas qui est contacté pour les accompagner. Notre travail n'est pas de gérer un lieu de vie ou la vie des jeunes et tout ce qui va avec, le transport, etc. Ce que l'on fait au sein de l'association, c'est de dire aux entreprises, regardez seulement les compétences qu'ils ont, regardez ce qu'ils peuvent vous apporter et tout le reste, nous en charge. Par rapport au travail, on met en avant leurs compétences. On ne parle pas du tout de compensation du handicap. Pour le coup, on parle vraiment de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ok, lui, il est capable de faire ça. Ok, bon, dans ces cas-là, il est en mesure de travailler. C'est des gens qui sont extrêmement attachants, très très bons travailleurs. Quand ils ont compris des tâches, ils les assimilent et ils les reproduisent très très bien. Ça se passe très bien avec les équipes dans l'usine. Tout le monde a compris et assimilé comment cela fonctionnait. C'est juste incroyable qu'ils aient autant de capacités qu'on ne soupçonne pas en fait et qu'on laisse de côté. Et au final, rien qu'en les observant, on n'a même pas l'impression que ce sont des personnes atteintes d'autisme. Ils prennent beaucoup d'initiatives parce qu'ils ont envie de faire. Et je pense qu'aussi de croiser d'autres personnes, ça leur donne aussi l'envie de faire pareil. Du coup, ils initient énormément de choses. Et là, oui, des fois, on peut être très surpris. qu'on vise, en fait, c'est vraiment une autonomie, mais comme nous, on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un jour, ils auront un appartement, peut-être. Ils vont devoir faire leur lit, faire leur machine, comme nous, on fait actuellement, et comme on dit les personnes normales, entre guillemets. Pour
Pour convaincre une entreprise de recruter des adultes autistes, pour moi, l'important, c'est vraiment qu'elle les voit travailler, qu'elle voit quelles sont leurs compétences, leurs qualités, leur sérieux, leur niveau de concentration. Quand elles prennent le temps de le voir, elles sont très vite convaincues. On se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont au moins aussi capables que tout à chacun, sinon plus, et que ça doit être transposable, et ça peut être transposable dans beaucoup d'entreprises en France. Il faut essayer, il faut le voir pour le croire, vraiment. Il faut leur donner une chance d'être comme nous et de pouvoir vivre comme nous. Je dis en ce moment, c'est qu'on est sur un petit nuage parce que ce projet, il correspond à ce qu'on rêvait pour elle. Quand j'ai intégré l'usine pour la première fois, je mettais pour la première fois moi aussi les pieds dans une usine. C'est eux qui m'ont montré quoi faire, où aller. Et pour le coup, c'est moi qui étais handicapée ce jour-là. Le fait que ce projet soit militant est important pour nous parce qu'au-delà du fait qu'il convienne à notre fille, on a un peu l'impression tous finalement d'être des acteurs d'un modèle qui va pouvoir faire école. Et ça, je trouve que c'est vraiment merveilleux. Donc, première chose, des adultes autistes sévères, on peut les employer, c'est le directeur de l'usine qui le dit. C'est pas si compliqué que ça. Et si on peut employer et inclure des autistes sévères, alors on peut inclure tout le monde. Donc, l'inclusion, oui, c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est facile. Ensuite, mon deuxième message, c'est évidemment, ça fait du bien aux autistes. Mais ça, je vais passer très rapidement parce que c'est le thème d'aujourd'hui. C'est pas le thème d'aujourd'hui, pardon. Donc, bien sûr que ça leur fait du bien, ils ont progressé comme personne ne croyait qu'ils allaient progresser. Le travail est une thérapie pour les autistes. C'est une thérapie pour tout le monde d'ailleurs, sinon le chômage ne serait pas un tel drame. Donc, pour les autistes aussi. Donc, je vais passer sur les autistes. Je vais passer sur la collectivité tout entière, de voir les autistes aller faire les courses dans le village où ils sont, enfin la petite ville où ils sont, de les voir vivre au milieu des autres, ça change complètement le regard. Et puis ce système-là coûte beaucoup moins cher à la collectivité que le système qui consiste à les mettre dans tous les foyers occupationnels auxquels ils étaient destinés. Car tous, ils étaient destinés à être dans des foyers occupationnels. Ou ils risquaient de terminer sous calmant. Pas tous, mais une bonne partie d'entre eux. Donc, c'est les deux aspects. Le troisième, c'est l'entreprise. Est-ce que ça renforce la performance de l'entreprise? Alors, premièrement, ce sont d'excellents travailleurs. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de l'usine. Enfin, je l'ai quand même vérifié. On a mesuré leur productivité. Leur productivité est de 10% supérieure à celle des travailleurs ordinaires. Ordinaire n'étant pas le bon mot. Je ne veux pas employer neurotypique parce que ça fait pédant, mais c'est ça. Ils travaillent mieux que les autres. Ils sont en milieu ordinaire, parmi les autres, et comme vous les voyez travailler, personne ne se rend compte qu'ils sont autistes. Toute petite anecdote, on fait venir au milieu d'eux, puisqu'ils travaillent au milieu de l'ensemble de l'usine, un intérimaire qui, à la fin de la matinée, déclare à son chef de service, le gars avec lequel tu m'as fait travailler, oh, je ne vais pas le critiquer, hein, il travaille bien, mais alors il a un sacré caractère, il ne m'a pas adressé la parole. Ce qui veut dire qu'il ne s'était même pas aperçu qu'il avait affaire à un autiste. Donc, ensuite, quel est l'effet que ça a sur l'entreprise? Ça a un effet extraordinaire, ça a déjà été dit. La fierté de l'entreprise de faire ça est extraordinaire. Et ils arrivent tous les matins en chantant, tellement ils sont contents. Pour info, ça dure depuis 6 ans. Tous ceux qui sont rentrés sont toujours là. On n'a eu aucun échec. Et la porte est ouverte. Donc, ils pourraient avoir envie de partir. Non, ils n'ont pas envie de partir, ils ont envie d'être là. Donc, ça crée une ambiance dans l'entreprise. Vous savez, quand vous arrivez en faisant la gueule le matin et que vous voyez des autistes considérés comme des grands handicapés qui arrivent en chantant, ça vous fout un coup de pied aux fesses. Hein. Donc, ils sont toujours là, ils ne sont jamais malades.
ils ont des qualités de précision, des qualités de concentration. Les boulots répétitifs ne leur font absolument pas peur, ils sont 100% concentrés et ils respectent toutes les consignes qu'on leur donne. Donc pour l'entreprise, c'est très bien. Pour l'image de l'entreprise, c'est encore mieux. Figurez-vous que nous avons reçu chez Andros des candidatures spontanées nous disant « je voudrais rentrer chez vous parce que vous faites ça. Vous vous occupez d'autre chose que de fabriquer des yaourts, des confitures et des compotes. » Donc, je crois que c'est important de comprendre que ça renforce l'image de l'entreprise. Évidemment, comme ce dispositif est un succès, notre mission, c'est de développer ce dispositif dans d'autres entreprises. C'est ce que nous faisons. Et on a un système qui permet d'aider les entreprises. Et vraiment, je rebondis sur ce qui a été dit. Les entreprises, il faut les aider à inclure. Il faut les aider à inclure. Sinon, ils ne vont pas faire. Ils ne vont pas faire parce qu'ils vont dire « je ne sais pas faire ». Donc, il faut les aider à inclure. Donc, on a mis en place tout un système pour les aider à inclure des autistes. Et pour l'instant, donc, on a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà plongé en France et hors de France, et un certain nombre qui sont prêtes à plonger. Et donc, je lance évidemment l'appel à toutes les entreprises parce qu'il y a vraiment beaucoup à y gagner. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-François, pour ces témoignages passionnants et qui montrent que voilà, il y a de l'action, il y a des entreprises qui continuent à être intéressées. Je crois qu'il y a des discussions avec des nouvelles entreprises encore aujourd'hui pour embaucher des personnes autistes dans des usines, des entrepôts, des lieux de travail où en fait, avec de l'organisation et de l'accompagnement, ça marche et ça a de l'impact pour tous très positif. Donc, on a fait un premier tour de table avec des outils qui vous permettent de comprendre que voilà, c'est possible, les outils existent. Il faut ensuite s'en emparer. Pour certains, ils ont des financements déjà bien assurés, etc. Enfin, c'est pas des questions d'argent, c'est beaucoup des questions d'organisation et de comment on arrive à accepter en fait de recruter inclusif. On va commencer un temps d'échange avec vous, du coup, dans la salle, avec vous en ligne aussi. Donc, les questions peuvent être posées évidemment à qui vous voulez. Dans l'idéal, poser des questions. Après, si vous avez aussi des témoignages ou des illustrations que vous connaissez ou que vous avez vous-même entrepris, n'hésitez pas. Et pour la salle, le micro est ici en bas. Donc, il suffit de descendre et de se présenter à ce micro. Ça, c'est pour les contraintes de la prise vidéo et du live, du direct. Et en ligne, vous pouvez poser vos questions sur le chat et ma collègue Ophélia pourra les dire à l'oral. Qui, du coup, veut poser une question ou faire un témoignage? Je vous en prie, vous pouvez venir ici. N'hésitez pas juste à vous présenter très rapidement pour savoir qui parle. Et ensuite, on essaiera d'y répondre au mieux. Bonjour, je m'appelle Philippe Meunier, je représente l'association Espoir CFDJ, on intervient en Ile-de-France, plus près du micro. Voilà. J'ai une question pour vous, Monsieur Guez. J'ai entendu votre présentation sur le programme HOPE. Et c'est une question très opérationnelle en fait, que j'ai à vous poser sur comment fait-on. Moi, de mon côté, j'ai des dispositifs en Ile-de-France qui intègrent des mineurs non accompagnés qui ont le statut de réfugiés pour certains. On a évidemment des difficultés pour trouver des entreprises qui les accueillent dans le cadre de formation ou d'emploi. J'entends que vous avez un dispositif, un programme tout à fait adapté qui me semble assez opérationnel. Quand est-ce qu'on se rencontre et comment fait-on pour travailler ensemble? Tout simplement, on essaye, après la réunion, d'échanger nos coordonnées, on essaye de mettre en place une réunion exploratoire dans un premier temps. D'accord, voilà. Très bien. Super. Il y a des très bons restaurants pour les déjeuner à côté, si vous voulez. Super. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est forcément une association de plusieurs acteurs, entre les acteurs de la formation, du milieu associatif, l'entreprise. Et c'est vrai qu'un OPCO comme Constructis peut permettre de mettre ces acteurs autour de la table
pour mettre en œuvre une session du programme Hope. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou témoignages? Allez-y. Merci. Olivier Genelot, directeur général du pôle tertiaire en Ile-de-France pour Vinci Énergie. Moi, j'avais peut-être une observation à faire. On en avait parlé avec Mathieu, mais je voulais le présenter dans cette assemblée. C'est que je trouve qu'il y a un peu un écart entre ce qu'on peut trouver comme contrainte dans les appels d'offres, qui sont généralement mises en format heure d'insertion, et donc finalement qui qualifient une offre en termes de son contenu RSE, et l'envie que peuvent avoir nos chefs d'entreprise de faire des choses, qui sont dans plein de domaines. Et en fait, il y a un peu une disjonction entre, d'abord en termes de temps, parce que quand on répond à l'appel d'offres, on est toujours à la bourre, on n'a jamais le temps de préparer ce sujet-là. Et puis aussi sur le contenu de ce qu'on peut faire, puisqu'on répond sur des heures d'insertion. Après, donc on répond, on dit qu'on va les faire, et puis on ne réfléchit pas beaucoup plus loin à ce qu'on pourrait faire de plus. Et je pense qu'autour d'un projet, d'un chantier, enfin, finalement, si on réfléchit un peu en amont avec le donneur d'ordre, on pourrait faire des tonnes de choses, y compris des heures d'insertion, mais sans doute d'autres choses. Je trouve que là, il y a peut-être matière à réfléchir. Je ne sais pas avec qui il faut le faire. Oui, d'aller au-delà des heures d'insertion, du calcul lui-même, pour avoir plus d'impact. Moi, je peux témoigner, Olivier. C'est une question qui nous a... alors, vous l'avez compris, nous, on est beaucoup sur les questions d'heures d'insertion. Et en fait, on a, avec Vinci Autoroute, expérimenté un travail avec les achats. En fait, on s'est posé la question de se dire comment on pouvait transformer des heures d'insertion en autre chose. Et donc, il y a actuellement c'est même plus des expérimentations, puisque ça fonctionne bien. Par exemple, sur des sections de Vinci Autoroute, tous les achats maintenant intègrent des heures d'insertion, mais ces heures d'insertion, on va demander aux entreprises qui vont répondre à ces marchés, pas nécessairement de répondre à des heures, mais par exemple de pouvoir accueillir des stagiaires de troisième, des collégiens qui ont besoin de faire des stages, et plutôt que de le faire à côté, l'épicerie du coin, et ben là, ils ont la possibilité de pouvoir rentrer dans une entreprise alors qu'ils n'auraient pas eu, puisque ça accompagne l'entreprise à ouvrir, entre guillemets, ses chakras sur le fait d'accueillir des publics, comme monétiser les heures d'insertion. Puisque ce qu'on a constaté aussi, c'est que les acteurs associatifs ont des fois des difficultés financières et que derrière, ils ont souvent des projets très intéressants. Et donc, transformer des heures d'insertion, puisque derrière, évidemment, c'est un coût de travail, et ben, transformer ce coût de travail en argent pour que ça puisse permettre le développement de nouveaux projets qui n'aura pas pu avoir jour parce que manque notamment de capacité financière. Donc, il y a des expérimentations qui sont en cours chez Vinci, mais aussi ailleurs. Et donc, ça, c'est des choses qu'on souhaite aussi développer en interne. Donc, écoute, si tu es intéressé, avec grand plaisir pour t'expliquer ce qu'on fait chez Vinci Autoroute. Merci. S'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on peut prendre peut-être une question des amis participants en visio. Alors, oui. Bonjour à tous. Il y a une question donc de Marianne Cuoc, juste après votre intervention, Jeanne, puisque vous parliez d'alternance, notamment vous avez pris l'exemple avec Boulanger. Et donc la question est, l'alternance, l'apprentissage, est-il à considérer comme inclusif? N'est-il pas le rôle de l'entreprise de former et d'intégrer de nouveaux salariés? Alors, oui, en effet, je partage tout à fait. C'est évidemment le rôle de l'entreprise. Après, ça dépend qui on prend en alternant. C'est toujours la même chose. C'est comme pour les stages de troisième. Si je prends le fils de mon frère dans mon entreprise, je fais moins d'inclusion que si je prends le fils si je prends un élève des quartiers prioritaires de la ville. Donc voilà, ça dépend qui est-ce qu'on prend comme alternant. Merci. Et j'enchaîne parce que sur le même sujet, c'est un témoignage de Madame Sidonie Vermont qui est dans l'association Génération. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui propose des programmes de formation gratuits pour les jeunes, donc qu'on appelle NEETs, ceux qui sont sans formation ni en emploi et ni à l'école, donc les NEETs. Et donc ils proposent des formations gratuites pour ces jeunes sur des métiers en tension. Et ils les mettent en relation avec des entreprises qui cherchent à recruter sur ces métiers. Et les résultats sont positifs. 84% des diplômés qui sont passés par l'association Génération, ce qu'ils appellent les diplômés Génération, surpassent leurs pairs au sein de l'entreprise. Ce sont des formations courtes. Voilà, donc si cela vous intéresse, il y a l'association Génération.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, témoignages? Allez-y. Oui, bonjour. Un petit témoignage, Julien Boucher. Moi, je suis aussi également de l'association Espoir et je m'occupe d'un dispositif bien particulier qui s'appelle les fermes d'espoir. On a expérimenté il y a 4-5 ans la mise en place de fermes urbaines dans les quartiers politiques de la ville, des lieux qui étaient dégradés en friche, et on a monté des fermes de toutes pièces avec des jeunes sous main de justice principalement. C'est-à-dire qu'on a un prescripteur de public qui est le ministère qui nous envoie des jeunes qui ont effectué des tiges de travail d'intérêt général, et on se sert de cette contrainte judiciaire comme un sas de retour vers l'emploi. C'est-à-dire qu'on profite qu'ils soient obligés de venir pour les remettre dans une posture d'employabilité. On parlait d'inclusion, des choses qui nous mettons en place sur un support qui est innovant qu'on appelle voilà, la ferme, une des fermes. Alors on en a plusieurs, on a une dans le Val d'Oise, une dans Seine-Saint-Denis et 2 sur Paris. Et puis on va les faire travailler au quotidien avec nos encadrants techniques. Et puis on va accueillir on accueille à peu près 20 000 enfants par an qui viennent visiter les fermes. Mais en tout cas, ce qu'on a pu observer, c'est que souvent c'est des personnes qui ont un parcours judiciaire compliqué, qui ont déjà été en échec scolaire depuis très jeune et qui retrouvent goût à travailler à l'effort à travers des fois pas grand-chose. Et là, nous, on peut témoigner qu'avec finalement très peu de temps, on arrive à leur recréer une envie de se projeter dans l'avenir. Et voilà, je voulais témoigner de ça parce que c'est vrai que souvent ce public-là est décrié et compliqué à appréhender pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'on recherche maintenant des partenariats, en plus du Pôle emploi et des missions locales, pour justement leur permettre de pouvoir suivre après des formations et puis après aller dans l'emploi. Surtout qu'on a vraiment des pépites, des gens qui sont motivés, qui sont pleins de compétences et de qualités. Voilà. Merci à vous. Et merci pour le témoignage. Et c'est vrai qu'en fait, quels que soient les publics, même les publics qui portent de lourds a priori, de lourdes idées préconçues, on peut leur proposer des parcours vers l'emploi. Moi, j'en suis convaincu et je crois pas être le seul ici. Et voilà, la clé, c'est vraiment les acteurs qui se mettent ensemble, qui s'associent pour arriver à faire de la formation, de l'accompagnement, de la sélection, de l'accueil différemment pour que ces personnes puissent aller vers l'emploi puis travailler durablement. J'ai peut-être juste une question du coup pour nos intervenants. Donc, on a parlé d'insertion, d'heures d'insertion, mais vraiment sur le thème du recrutement, c'est-à-dire vraiment embaucher des personnes avec des parcours de vie ou des handicaps différents ou plus compliqués que les autres. Pourquoi cette démarche aujourd'hui reste encore trop peu utilisée par les entreprises? Quels sont les freins, à votre avis? Vous y êtes confrontés au quotidien. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi les entreprises se lancent pas plus? Parce qu'on voit que les financements sont quand même là. On voit que l'impact sur l'entreprise est maintenant à peu près vérifié. Ça crée de la motivation, de l'entrain. Voilà, des entreprises qui embauchent, il y en a tous les jours. Pourquoi elles ne se tournent pas plus vers ce genre d'outils, ce genre de solutions? Alors, je peux peut-être commencer, puis je vous donnerai la parole. Parce que dans les dirigeants qu'on accompagne, il y a ceux qui sont devenus réfractaires, parce qu'ils ont essayé, ils se sont dit, allez, je vais prendre une personne en situation de handicap, on se lance un peu tout feu, tout flamme. Et du coup, ils ont une première expérience difficile, et du coup, ils deviennent un petit peu bloqués, disons. Donc ça, je dirais que c'est un des premiers freins. Donc c'est d'où l'importance d'être bien accompagné ou par une association ou par un acteur qui connaît très bien le sujet. Surtout de l'intégration et de l'intégration dans la durée, parce que c'est ça qui va vraiment être clé. Ensuite, sur d'autres freins, je dirais presque la méconnaissance. En gros, sur le côté performant, on n'a pas non plus encore énormément de papiers ni de recherche et d'études. S'ils étaient, ça reste encore. Il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Donc, c'est souvent un chemin qui est quand même long et parfois difficile, plus ou moins, mais voilà, je pense qu'il y a encore peut-être psychologiquement aussi des freins à lever. Oui, pour compléter, il y a bien entendu d'une part les a priori, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui sont vraiment un véritable frein. Le deuxième point, c'est que d'ailleurs on l'a vu dans toutes les expériences qui ont été présentées,
c'est que toutes les expériences ont quand même été accompagnées par des dispositifs assez lourds. Là, vous l'avez vu, accompagnement, intégration, des gens qui sont formés pour les accueillir, et tout ça pour arriver à des résultats probants. Hein, on est bien d'accord. Alors, ça, d'une part, donc peut-être aussi passer en vitesse de croisière. Là, aujourd'hui, on reste au stade un peu expérimental, bien qu'avec des très bons résultats. Et le troisième point, c'est bien entendu la coordination avec l'ensemble des acteurs pour que ça puisse réussir. Mais qu'est-ce qui manque, par exemple, pour passer à ce step un peu plus industriel? Je crois que le programme HOPE, par exemple, a déjà bénéficié de plus de 63 millions d'euros de la part de l'État. C'est un programme financé par l'État. C'est un programme qui est vraiment très accompagné, très poussé. Pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà, à faire plus et à plus recruter Je pense aussi, enfin, il doit y avoir tout un travail de communication, de sensibilisation au grand public, peut-être au niveau du MEDEF, au niveau des organisations professionnelles, pour expliquer que c'est un dispositif qui fonctionne, qui marche, qui donne des résultats. Et aujourd'hui, il y a très peu de communication autour de ça. Donc, ça reste très discret, si vous voulez. Sauf ce matin ici. Voilà, tout à fait, complètement. Donc, effectivement, on œuvre vers ça, mais ce dispositif a besoin de visibilité et on a effectivement tous les ingrédients pour pouvoir communiquer. On a les résultats, on a les belles expériences, et à mon sens, on a besoin d'énormément de sensibilisation et de communication pour que finalement, dans le cadre de l'acte de recruter, ça devienne une des solutions, en fait. Voilà. Et là, on aura gagné. Est-ce qu'il y a d'autres remarques Ophélia? Moi, j'ai une question pour une personne de la salle, mais qui va, je pense, intéresser tout le monde. Je vois que le directeur de Emmaüs Défi est présent, donc Antoine Brotteau. Je sais qu'Emmaüs Défi, je vais te laisser présenter après rapidement Emmaüs Défi, a un modèle assez innovant avec Franprix qui permet d'insérer des personnes de la grande précarité au sein des magasins d'Emmaüs Défi. Est-ce que, Antoine, tu peux témoigner de ce au sein des magasins Franprix. Au sein des magasins de Franprix, tout à fait. En plus, les deux acteurs sont présents aujourd'hui, et Emmaüs et Franprix. Donc, ça tombe bien, on aura un double témoin. Mais d'ailleurs, même à la limite, vous pouvez... Ah mais non, il y a le micro. Non, restez là, c'est très bien. Vous êtes super ici. Oui, j'avoue, je suis venue en catimini, donc moi je fais partie de Franprix, donc on a co-construit. J'avais pas vu qu'Antoine était dans la salle. Donc moi je travaille à la DRH de Franprix et on a mis en place un dispositif unique qui pour l'instant n'a pas été copié, mais c'est ce qu'on aimerait, d'intégration dans des magasins Franprix de personnes qui sont sur le chantier d'insertion Emmaüs Défi. C'est des personnes qui sont à la fois sur le chantier d'insertion, où ils ont un CDD d'insertion de 26 heures et qui commencent en CDI dans un magasin Franprix sur 8 heures. C'est des gens qu'on accueille, on les recrute même pas, vu qu'il n'y a aucun processus de sélection au sein de Franprix. C'est juste des personnes qui nous sont envoyées par Emmaüs, entre guillemets, qui sont intéressées pour travailler dans la grande distribution. Et moi, je les accueille. La première fois que je les vois, c'est pour leur dire bienvenue, voici ton magasin. Et c'est un processus très, très progressif. Au fur et à mesure, ils augmentent les heures chez Franprix, ils diminuent les heures sur le chantier d'insertion. Ils signent un CDI, ce qui est très fort et ce qui est rassurant dès le début. Et au fur et à mesure, ils vont basculer à 35 heures chez Franprix. Et c'est une belle réussite personnelle et ça libère une place sur le chantier d'insertion Emmaüs Défi. Donc c'est un processus avec une grande volonté des deux côtés, des deux directions, Franprix et Emmaüs. C'est ça qui fait aussi que le projet il marche. On est tous engagés, du directeur général aux équipes en magasin qui vont accueillir ses collaborateurs. Donc voilà, on a intégré plus d'une vingtaine de collaborateurs sur les 2 dernières années et on lance une 3e vague sur la fin d'année. Donc et tous les 2 mois, on fait un point avec une personne d'Emmaüs Défi, le directeur du magasin, le manager du magasin et le responsable ressources humaines. Donc voilà, c'est très spécifique. Et si ça vous intéresse, on est à votre disposition avec Antoine pour vous parler du projet et on espère que ça fera des petits dans d'autres entreprises. Alors, côté performance, c'est des gens qui sont très engagés parce qu'ils ont compris que c'était une chance inouïe
d'avoir construit ce dispositif vraiment sur mesure. Alors, il y a des personnes qui décident de ne pas continuer, et puis des personnes qui sont à 35 heures. J'ai 6 personnes à 35 heures aujourd'hui, et les autres personnes sont à 20 heures. Donc la marche, elle est presque faite, entre guillemets. Dans les prochains mois, elles vont passer à 35 heures. Et j'ai aussi, bien sûr, des personnes qui n'ont pas souhaité continuer parce que le milieu de la distribution est un milieu qui est aussi fatigant, qui ne plaît pas forcément. Mais en tout cas, j'en parlais hier avec Philippine qui m'accompagne côté Emmaüs Défi. Tous ces collaborateurs sont revenus sur le chantier d'insertion et sont revenus quand même avec une confiance et une volonté de s'en sortir et de se rediriger vers un autre métier. Donc on n'a pas d'échec en fait. Et comment Emmaüs, du coup, l'organise de son côté alors? Alors, peut-être parce que Pauline a été assez modeste sur les engagements de Franprix. Il y a plusieurs choses. Sur le micro. Pardon. Il y a un CDI qui est signé dès le début avec Franprix. Donc ça, c'est hyper fort pour nos salariés en parcours avant de démarrer. Et puis après, vous avez compris, c'est quelque chose en espalier. C'est-à-dire, nous, on est sur des personnes qu'on accompagne 26 heures hebdomadaires. Un CDI classique, c'est 35. Et donc, au lieu de faire une marge d'un coup, de passer de 0 heure chez Franprix à 35 et donc d'avoir une coupure chez Défi, ça se fait en biseau avec, au départ, on conserve des heures de travail chez Emmaüs Défi, on en démarre chez Franprix, et puis au bout d'un moment, effectivement, quand le salarié, Franprix juge qu'il est suffisamment autonome, il bascule en totalité chez Franprix. Et nous, côté Emmaüs Défi, on met en place, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais ça parle à tout le monde, on met un SAV, c'est-à-dire pendant un an, on continue à accompagner le salarié en parcours qui est en CDI chez Franprix, à temps plein chez Franprix, à prendre des nouvelles, à voir comment ça marche ou pas. Et tout ça, ça se fait effectivement, j'allais dire, sur un espèce de trinôme de confiance entre le salarié en parcours, enfin l'ex-salarié en parcours, Emmaüs Défi et l'équipe Franprix. Un dernier point qui, à mon sens, est important là-dedans, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, Pauline, nos salariés, ils sont mis en relation, évidemment, sur des magasins proches de leur domicile. Alors, oui et non, désolé Antoine. En réalité, mais tu as en partie raison. En fait, Emmaüs va me dire, voilà, on a 10 collaborateurs qui souhaitent intégrer donc Franprix sur une 3e vague, par exemple, en 2020. Et donc, moi, en interne, je vais essayer de trouver des magasins, enfin, je vais tout faire pour trouver des magasins bienveillants, qui prendront le temps d'accueillir cette personne, parce que ça demande beaucoup de temps après aux équipes et aux directeurs pour répéter plusieurs fois les consignes. Enfin, c'est quand même un dispositif qui demande du temps aux équipes. Et j'ai une liste de magasins qui est validée au plus haut niveau de la direction. Et ensuite, en effet, je fais matcher le lieu d'habitation avec mes magasins pour que les collaborateurs Emmaüs Défi aient le minimum de temps de trajet pour se rendre au magasin. Mais je ne vais pas du tout aller chercher le magasin en bas de chez eux. Je ne regarde même pas où ils habitent. Je vais vraiment trouver des magasins dans lesquels ça va fonctionner parce que j'ai un directeur et une équipe qui seront là et qui ont envie de s'engager sur ce projet. Merci beaucoup. Donc, c'était aussi un très beau témoignage d'une participation, d'un partenariat qui fonctionne. Donc, Pauline Bondu de la direction des ressources humaines de Franprix et Antoine Brotteau, directeur de l'entreprise d'insertion et le chantier d'insertion Emmaüs Défi. Merci pour ce témoignage précis. En fait, j'aurais bien aimé me faire venir sur scène plein d'autres partenariats qui fonctionnent dans ce type-là, mais voilà, il faut bien sélectionner. Ça montre que c'est possible quand on s'organise. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions, témoignages en ligne? Alors, en ligne, oui, il y a une question de Constance de Castelnau pour le campus de l'inclusion, donc pour Jeanne. Jusqu'où allez-vous dans l'accompagnement? Vous aidez les entreprises à définir des actions en fonction de leur domaine d'activité, de leurs problématiques, et également pour la suite, c'est-à-dire les plans d'action, les conseils sur les acteurs. Voilà, quelle forme d'accompagnement? Alors, c'est une bonne question parce que l'objectif, c'est du coup de leur montrer ce qui existe et qu'ils choisissent des actions en fonction de leurs problématiques et en fonction de leur engagement majeur, parce que souvent, il y a un levier sur lequel on va s'engager d'un point de vue plus important et puis d'autres engagements mineurs. En fonction de cet engagement-là, on va leur attribuer un mentor. Donc, c'est une personne qui va les accompagner pendant 6 mois, pendant toute la durée du parcours. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ces sujets, qui connaît les partenaires, qui connaît les acteurs pertinents. Et quand on voit une réussite entre Franprix et Emmaüs Défi, en fait, il faut connaître le bon partenaire qui va pouvoir nous accompagner. Donc, le mentor, c'est son rôle, il l'accompagne. Et il y a un point, c'est que le campus ne fait pas à la place. Parce que parfois, je rencontre des dirigeants qui me disent « Ah ouais, je veux faire comme Zara, j'arrive pas à recruter dans la restauration. » J'ai rencontré le
directeur de l'atelier des chefs, qui me parlait de ça. Et en fait, je ne fais pas, c'est pas le campus qui va recruter, c'est vraiment l'entreprise qui fait pour elle-même. Nous, on la conseille, on lui donne les outils, on lui donne un mentor et un expert, et ensuite, c'est à l'entreprise de mener à bien ses actions. Merci. Oui, il y a une question dans la salle. Bonjour, Lorraine Planchon de la FAS Île-de-France, et en fait j'interviens au titre du GRAFI, groupement régional des acteurs franciliens de l'IAE. Et j'avais une question. En fait, on a une mission passerelle entreprise au niveau Île-de-France qui a vocation à faire le lien justement entre les structures de l'IAE, les 437 structures de l'IAE en Île-de-France, qui ont chaque année près de 28 000 potentiels candidats en parcours et ou en sortie de parcours. Et je m'interrogeais du coup, parce qu'on se positionne en intermédiaire justement sur des entreprises qui souhaiteraient recruter et s'engager sur le volet inclusion largement, et du coup sur leur connaissance de l'IAE, parce qu'on sait que c'est parfois un peu obscur sur le fonctionnement de ces structures. Et notre question, c'est voilà, un peu de savoir voilà, quel est le retour aujourd'hui que vous pouvez nous faire sur la connaissance ou les difficultés rencontrées avec l'IAE et comment accompagner peut-être un engagement ou des liens avec ce secteur plus spécifiquement. Donc une question peut-être pour Arnaud, Jeanne ou... Bah, peut-être Jeanne, je pense que ouais, ça peut concerner un peu tout le monde. Bah, Jeanne, tu as droit à toutes les questions. Alors. J'observe en effet que l'entreprise, elle connaît pas très bien l'IAE. Puis d'ailleurs, l'IAE, ils savent même pas ce que ça veut dire. Hein. Donc, insertion par l'activité économique. Donc, nous, on essaye de leur donner des clés, de leur expliquer vraiment les grandes familles. Ça fait partie de la pédagogie du campus. On veut que ce soit simple, mais quand même qu'ils arrivent un peu à cartographier les acteurs clés. Donc ça, c'est un des piliers aussi du campus, c'est la connaissance. Donc, c'est connaître mieux l'IAE. Et puis, je pense qu'il y a aussi tout un travail de l'IAE elle-même qui se structure, qui s'organise et qui se modernise. Hein. On peut aussi le dire. Je viens de l'entreprise, j'ai bossé 10 ans dans une entreprise dite ordinaire. Les ESAT, les EA, tout ça, je connaissais pas. Donc, je pense qu'il y a aussi un travail du côté de l'IAE qui est en train d'être fait, lié au pacte d'ambition de l'IAE qui a été remis en 2019, l'année dernière. Donc voilà, je pense que tout ce travail, à la fois sur les entreprises et à la fois sur la modernisation de l'IAE, va créer plus de passerelles entre voilà, l'entreprise ordinaire et l'IAE. Et simplement, peut-être si je peux me permettre de compléter, on sent qu'il y a aussi un environnement politique dont on a pas trop parlé pour l'instant, qui est assez favorable en ce moment à, voilà, tu parlais du pacte inclusion, qui est assez favorable à la connaissance pour les entreprises de ce secteur-là, à la sensibilisation, au financement. Donc voilà, on est quand même sur une dynamique plutôt favorable sur ces thématiques de l'insertion, de l'inclusion, où l'environnement se met en place de manière plutôt plus confortable qu'avant, quoi. Il y a quand même un haut commissaire, on en a parlé tout à l'heure, c'est Thibault, qui lui, puis il y a aussi quand même une ministre de l'insertion, Brigitte Klinkert. Enfin, ça signifie quand même que cette question de l'insertion, maintenant, elle fait partie des objectifs des gouvernements, puisque c'était bien avant Macron, il y avait déjà ces questions-là autour de la table, notamment avec Benoît Hamon. Donc voilà, donc maintenant, ça fait partie du paysage et sur lequel voilà, on peut tout à fait s'appuyer. Il y a des politiques gouvernementales avec des budgets maintenant qui permettent aussi aux acteurs de l'IAE de pouvoir être plus visibles et pouvoir mieux collaborer avec les entreprises. Peut-être pour compléter les propos d'Arnaud, au niveau européen, le Fonds social européen, qui est quand même un outil assez puissant, depuis maintenant 2014, a mis dans ses appels à projets des lignes budgétaires conséquentes sur l'inclusion. Tout à fait. D'accord, merci. On va peut-être prendre une dernière question ou intervention. Sinon, il y en a une en ligne. Donc, c'était un témoignage quand on parlait de boîte à outils, puisque l'objectif, c'est de vous repartir avec des outils. Je pense que vous en avez de nombreux. Et là, c'est comment permettre d'insérer des personnes en trisomie 21 au sein de vos entreprises. Ben, c'est tout simplement un projet qui s'appelle « Ma parole doit compter » de Trisomie 21 France. Ce sont donc des personnes avec une trisomie ou une déficience intellectuelle qui travaillent ensemble pendant 2 ans, qui ont travaillé ensemble pendant 2 ans, pardon, et qui ont créé une boîte à outils pour que eux-mêmes puissent venir dans vos entreprises
et présenter, sensibiliser vos équipes, vos collaborateurs à ces sujets. Donc c'est eux-mêmes qui sont donc les auto-représentants. Si ce projet vous intéresse, c'est donc Ma parole doit compter de Trisomie 21. Et sur le sujet des réfugiés, j'enchaîne et c'est terminé après. Donc c'est mon témoignage. Je pense que c'est très important également de sensibiliser les équipes qui travaillent, qui vont accueillir du coup des personnes réfugiées au sein de comme collègues. Et un des moyens, en tout cas, c'est un programme qu'on propose qui plaît aux collaborateurs. C'est un partenariat qu'on a avec l'association Codico. On propose aux collaborateurs de Vinci d'accompagner pendant 5 mois une personne réfugiée à raison de 2 rendez-vous par mois. Et l'objectif, c'est d'accompagner cette personne vers l'autonomie dans sa recherche d'emploi. Donc, il y a des personnes réfugiées qui ont intégré Vinci, mais ça, c'était pas forcément l'objectif, mais notamment chez Vinci Énergie ou chez Neom, chez Vinci Construction. Voilà, c'est un accompagnement et je vois aujourd'hui quand j'en discute avec les collaborateurs qui ont fait cet accompagnement, il y a eu un changement. Certains sont même devenus amis avec la personne qu'ils accompagnaient. Donc je en profite pour faire un petit appel à volontaires. Il y a une nouvelle promotion qui démarre en novembre pour accompagner 10 personnes réfugiées. Donc chacun fait un accompagnement individuel. Voilà. À Paris, à Strasbourg, à Tours, et j'espère ne pas oublier de villes. Voilà, ce sont les 3 villes avec la Fondation, mais vous revenez vers nous si vous êtes intéressé par ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers la Fondation Vinci pour ce volontariat. Je crois qu'on va bientôt conclure. Donc, en fait, grâce à ce moment qu'on a réussi à créer aujourd'hui, vous avez peut-être plus qu'à 9 heures, en tout cas j'espère, de la visibilité sur les outils à votre disposition pour faire de l'inclusion. Donc c'est possible, c'est réalisable et ça fonctionne. Donc vous avez pu entendre parler du campus de l'inclusion sur la formation des managers, des outils du programme HOPE pour recruter des réfugiés qui sont parfaitement accompagnés, même hébergés, de ce que peut faire Vinci, notamment avec le programme STEP sur l'insertion des jeunes, ou d'autres exemples sur les personnes handicapées, en l'occurrence personnes autistes, avec l'association Vivre et Travailler Autrement, qui accompagne des entreprises dans l'embauche de personnes autistes. Donc, on a les outils qu'il faut, et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer à l'action et à vous remercier pour votre participation. À très bientôt.